RTM, il est 13h à l'aéroport international président Modibo Keïta dit c'est nous, la même heure partout au Mali. Le journal Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être au rendez-vous des infos. 3 États renouvellent leur coopération avec le Mali à travers leurs ambassadeurs. Ils ont présenté ce mardi leur lettre de créance au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Il s'agit des ambassadeurs de la République islamique d'Iran, des Pays-Bas et de la République populaire de Chine qui vont désormais travailler au renforcement des liens de coopération entre le Mali et leurs pays respectifs. Bamako abritera du 29 au 31 janvier 2026 la 3e édition de la Semaine du numérique. Le thème retenu pour cette édition est le e-gouvernement à l'ère de l'intelligence artificielle, opportunités et défis pour la culture, un rendez-vous annuel qui mettra en avant les potentialités culturelles de l'espace confédéral. Dans la page sport, on parlera de la première demi-finale de la Coupe d'Espagne dont le FC Barcelone affronte l'Atlético Bilbao. Il sera également question de la CAN au Maroc après les 8e de finale qui s'y sont achevés hier. Les affiches des quarts de finale sont désormais connues. Dans la chronique de l'environnement de ce mercredi, Agibou Koulibaly s'intéresse au rôle que jouent les services forestiers et les journalistes dans la lutte contre la déforestation dans notre pays. Et ces services forestiers tentent d'informer et de sensibiliser les populations afin de sauver notre environnement. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et merci de votre constante fidélité au programme de l'ERTM. Je vous le disais à l'instant, dans les titres de nouveaux diplomates accrédités au Mali, 3 ambassadeurs ont présenté ce mardi leur lettre de créance et celle de rappel de leur prédécesseur au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Il s'agit des ambassadeurs de la République islamique d'Iran, des Pays-Bas et de la République populaire de Chine, des États qui renouvellent donc leur coopération avec le Mali après la réception du document qui officialise leur prise de fonction au Mali. Ils ont eu droit à un temps d'échange accordé par le chef de l'État. Ces diplomates vont travailler au renforcement des liens de coopération entre le Mali et leurs pays respectifs. Les comptes rendus avec Sira Bachili. Les honneurs du Mali à 3 nouveaux ambassadeurs, une empreinte de diplomatie qui notifie officiellement leur prise de fonction. La République d'Iran, les Pays-Bas et la République populaire de Chine renouvellent ainsi leur coopération avec le Mali, une dynamique de continuité dans une logique de poursuite de programmes de développement déjà en cours d'exécution et ce en vue. Le premier à franchir le seuil du palais présidentiel de Koulouba ce mardi est le nouvel envoyé de la République islamique d'Iran au Mali. Mahmoud Kani Joabad, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire avec résidence à Bamako, est un rouillé de la politique extérieure spécialiste de surcroît avec en poche un doctorat en relations internationales. À 61 ans, Mahmoud Kani prend les rênes de la représentation diplomatique iranienne ici au Mali. Depuis 2023 jusqu'à sa nomination, il était directeur du Centre du mouvement des non-alignés pour les droits de l'homme et la diversité culturelle. Le diplomate iranien a également servi en Autriche, en Russie, au Royaume-Uni et en Chine en tant qu'ambassadeur de la République islamique d'Iran dans ces pays. Cet économiste de formation à la base est aussi écrivain. 4 publications sont à son actif. Il a déjà posé sa plume sur un sujet sensible dans son pays, les opportunités et les limites de la présidence iranienne face au mouvement des non-alignés. L'écrivain mettra sûrement ses atouts diplomatiques au service du renforcement des liens de coopération Mali-Iran, coopération axée sur l'aide au développement avec les différents programmes d'assistance dans différentes localités du Mali. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les 2 pays envisagent des échanges entre experts militaires pour une mise en œuvre de programmes spécifiques d'appui au Mali. Des aspects approfondis avec le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, le temps d'une audience après présentation des lettres de créance.
Il a consacré toute sa carrière professionnelle à la diplomatie. Pourtant, c'est un astronome physicien de formation. Il a donc changé de fusil d'épaule pour représenter les Pays-Bas au niveau international. Le nouvel ambassadeur des Pays-Bas au Mali a 55 ans. Il se nomme Eric de Vrijter, ancien chef de l'unité Chine au ministère néerlandais des Affaires étrangères. Il a contribué au développement des relations néerlandaises avec d'autres nations comme l'Australie en tant que conseiller puis adjoint de l'ambassadeur. Il maîtrise les questions sécuritaires et culturelles pour avoir été responsable de la politique étrangère et de sécurité, des affaires culturelles et de la presse. Expérience qui lui a valu le poste de représentant et de délégué des Pays-Bas au sein de l'Union européenne à Bruxelles. L'ancien coordinateur humanitaire des Pays-Bas pour la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée a également travaillé à New Delhi, en Afghanistan et en Côte d'Ivoire. Eric de Vrijter est auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels ce thème pointu, le manque de cohérence de l'Europe dans la gestion des crises et des conflits externes. Après la présentation de ses lettres de créance au chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta lui a accordé une entrevue pour faire le point de la coopération Mali-Pays-Bas, un partenariat focalisé sur des secteurs clés comme l'agriculture, l'énergie, la santé, le développement du secteur privé, en plus des questions de gouvernance. La République populaire de Chine ferme la marche, partenaire stratégique du Mali, avec l'ouverture d'autres axes de coopération pour plus de dynamisme. Et c'est le diplomate Li Yang qui est désormais chargé du maintien de ces bonnes relations de coopération Mali-Chine. Il est spécialiste en administration publique. Li Yang, 52 ans, a fait son entrée dans le monde de la politique extérieure en qualité d'attaché au sein du protocole du ministère des Affaires étrangères. Membre du Parti communiste chinois, il va servir à la fois le Mali et l'Érythrée, poste qu'il occupe depuis 2023. Le Mali et la Chine entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération multiformes fondées sur des liens séculaires. Droit d'audience après l'officialisation de la prise de fonction accordée par le chef de l'État, avec un rappel de nombreuses réalisations, parmi lesquelles la construction du 3e pont de Bamako, celle du Centre international des conférences de Bamako ou encore l'hôpital du Mali. À cette liste s'ajoutent plusieurs projets en cours de réalisation ou en perspective. Il s'agit de la phase 2 du campus universitaire de Kabbalah, dont l'accord de coopération économique et technique a été signé le 22 juin 2017 pour une subvention non remboursable de 30 milliards de francs CFA. Le Mali maintient donc son cap de diversification de partenariats, épousant ses principes de gouvernance et jugé gagnant-gagnant. La 3e édition de la Semaine du numérique se tiendra du 29 au 31 janvier 2026 au Centre international des conférences de Bamako. Le thème de cette édition est le e-gouvernement à l'ère de l'intelligence artificielle, opportunités et défis pour la culture. Un thème qui met en avant les potentialités culturelles de l'espace confédéral. Ce rendez-vous annuel propose aux participants un programme riche et diversifié. La conférence de lancement de la semaine a eu lieu hier en présence du ministre en charge de l'économie numérique et des membres de la commission d'organisation. On en sait plus avec Awaditma Kamara. La 3e édition de la Semaine du numérique revient avec plus de perspectives et d'innovation. Plus qu'un simple rendez-vous d'échange, cette semaine s'impose comme un cadre de réflexion et d'action. Un espace où se croisent décideurs, experts, entrepreneurs, étudiants et citoyens des pays de l'AIS et de leurs partenaires autour des grandes mutations technologiques qui redessinent notre espace. Les échanges se dérouleront autour du thème « Le e-gouvernement à l'ère de l'intelligence artificielle, opportunités et défis pour la culture ». Une thématique qui traduit une ambition forte, celle de faire du numérique un levier de valorisation de la richesse culturelle du Mali et au-delà. Alhamdou Aguilienne, ministre en charge de l'économie numérique. Le numérique est considéré comme un levier stratégique de développement socio-économique qui ne doit pas être différent ou bien très éloigné de nos valeurs culturelles. Ici, vous savez que nous avons le e-gouvernement avec un impact sur la culture. Un autre domaine qui fait des grands bonds en avant du numérique, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui, sans pouvoir remplacer le cerveau humain, est une espèce de cerveau technologique qui a pris quelques capacités très importantes de l'homme et qui fait des grands bonds en avant, qui est utile à l'homme
et qui prend énormément de place et qui rend énormément de services, mais qui reste extrêmement dangereuse quand elle n'est pas dans des mains non malveillantes. Et donc c'est en tandem avec nos 3 autres pays frères que nous agissons dans le cadre de la Confédération de l'État d'Agadez pour une digitalisation humanisée, pour une intelligence artificielle commode et conforme à nos cultures, à nos us et coutumes et au service de l'humain. Cette édition sera l'occasion de mettre en avant les opportunités offertes par l'IA, l'inclusion numérique, les initiatives locales et régionales qui démontrent que le numérique peut être un moteur de développement et de souveraineté. Une vision que partagent les 3 chefs d'État de l'espace confédéral. L'intelligence artificielle n'avait jamais été abordée dans nos semaines précédentes. Ça va être vraiment une grande innovation cette année. Nous allons amener des experts pour parler, pour expliquer. Nous allons voir aussi faire des démonstrations avec des Maliens et des Burkinabés et des Nigériens. Nous avons un programme de formation de 10 000 jeunes qui est dans les tuyaux, mais nous sommes en train de faire les finitions. Au programme de ces 3 jours d'échange, des concours entre les startups, des ateliers pratiques, des expositions et démonstrations et des panels de haut niveau. In fine, faire de l'AIS un hub de paix et de stabilité. Renforcer les connaissances et les capacités des cadres du ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social sur l'intégration de la budgétisation sensible au genre dans les programmes, plans et stratégies. C'est l'objectif d'un atelier de 3 jours qui se tient au commissariat du développement institutionnel. La rencontre vise à prévenir et répondre aux violences basées sur le genre et les pratiques néfastes faites aux femmes et aux filles. Inaba. Cette deuxième phase sur la budgétisation est la suite d'une première sur le concept genre. À travers cette initiative, le département en charge de la fonction publique entend outiller ses cadres sur la budgétisation sensible au genre. L'objectif est de renforcer les capacités des participants pour une meilleure prise en compte de l'approche genre dans les différentes planifications à court, long et moyen terme. Bagayogo Mariam Koulibaly, conseillère technique en charge des questions du genre. Après cette première phase qui est consacrée sur les concepts clés, il fallait quand même, si on parle de prendre le genre, il faudra que les genres soient budgétisés. C'est pourquoi cette fois-ci, on a initié la formation sur la budgétisation sensible au genre qui consiste à prendre le genre dans tout le cycle budgétaire, depuis la planification, l'exécution, le suivi et l'évaluation. Au Mali, les inégalités entre les femmes et les hommes sont observées dans les domaines politiques, instances décisionnelles et emploi. C'est pourquoi notre pays a pris divers engagements internationaux pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, pour l'atteinte des objectifs du développement durable 2030 et l'agenda 2063. Mamadou Konta, secrétaire général du ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Derrière chaque ligne budgétaire se cachent des choix, des priorités et des valeurs. La budgétisation sensible au genre n'est pas un budget séparé pour les femmes, ni une faveur accordée à un groupe particulier. Il s'agit plutôt d'une approche d'analyse, de planification, d'exécution et de suivi du budget qui tient compte des besoins différenciés des femmes, des hommes, des filles, des garçons, des personnes vivant avec un handicap. Cet outil va permettre de prendre en compte les rapports de genre et les questions des droits de la femme. Quelques mots de l'actualité étrangère. À présent, en Guinée, le colonel Claude Puvis est décédé hier en détention à la prison de Koya, près de Conakry. L'ancien bras droit du capitaine Moussa Dadis Camara était condamné à la prison à perpétuité avec une période de sûreté de 25 ans de réclusion criminelle. C'est là pour crime contre l'humanité lors du procès du massacre du 28 septembre 2009 à Conakry. L'annonce a été faite par le parquet général dans un communiqué rappelant que le colonel Puvis s'était évadé de prison juste après sa condamnation lors d'une opération de l'armée en novembre 2023 qui a aussi occasionné l'évasion de plusieurs autres accusés, dont son ancien patron Moussa Dadis Camara. Il avait été arrêté au Libéria puis extradé vers la Guinée en septembre 2024.
Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a choisi le bassin arachidier dans la région du Kaolack pour sa première visite du terrain en 2026. Cette légumineuse qui fait vivre 3 millions de paysans et 27% des ménages joue un rôle central dans l'économie du pays. Le Premier ministre a tenu pour responsable des retards pris dans la commercialisation de l'arachide, entre autres par un manque de fonds rendus disponibles par l'État. Le ministre des Finances, Cheikh Diba, la région arachidière est aussi celle dont est originaire le président Bassirou Diomaye Faye, qui pour son dernier déplacement de l'année 2025 s'était rendu à Casamance, fief politique de son premier ministre. Le ministre israélien des Affaires étrangères effectue une visite officielle au Somaliland, une visite condamnée par la Somalie. Le chef de la diplomatie somalienne qualifie cette visite de son homologue israélien Gideon Sa'ar d'une grave violation de la souveraineté territoriale de son pays. Mogadiscio dénonce une ingérence inacceptable dans les affaires intérieures d'un État membre des Nations Unies. Cette visite a suscité de vives réactions sur la scène régionale et internationale. Plus de 20 pays, principalement du Moyen-Orient et d'Afrique, ainsi que l'Organisation de la coopération islamique, ont dénoncé la décision israélienne. Le Somaliland a proclamé son indépendance de la Somalie en 1991, mais ne bénéficie toujours pas d'une reconnaissance internationale. Au Venezuela, la tension monte après le déploiement de groupes paramilitaires dans les rues de Caracas pour maintenir l'ordre. L'état d'urgence est désormais en vigueur, permettant notamment l'arrestation de tout manifestant célébrant l'opération militaire de Washington. Le président déchu Nicolas Maduro et son épouse sont toujours détenus aux États-Unis. Le parquet vénézuélien a de son côté demandé à la justice américaine de reconnaître son incompétence pour juger Nicolas Maduro. La page sport à présent, l'essentiel de l'actualité sportive de cette édition est consacré au football. Ce soir, à suivre la première demi-finale de la Super Coupe d'Espagne délocalisée en Arabie Saoudite. Ainsi, le FC Barcelone affronte l'Atlético Bilbao. Et demain, la seconde affiche oppose le Real Madrid à l'Atlético Madrid. Sur le continent Cannes au Maroc, les huitièmes de finale se sont achevés hier et on connaît désormais les affiches des quarts de finale. Le point de l'actualité sportive avec Aridjouma Tina. Football, 35e Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, les huitièmes de finale ont pris fin hier mardi par deux rencontres, à savoir Côte d'Ivoire, Burkina Faso et Algérie, République démocratique du Congo. D'abord, l'affiche Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Si bon nombre d'observateurs s'attendaient à une partie âprement disputée, mais finalement, ça n'a pas été le cas car les éléphants de Côte d'Ivoire, champions d'Afrique en titre, se sont imposés avec la manière 3-0 face à une équipe des étalons du Burkina Faso dépassée par les événements. Les buteurs ivoiriens sont Amad Diallo, Yann Diomandé et Bazoumana Touré. Juste après la rencontre, le sélectionneur ivoirien Emers Faye a exprimé sa satisfaction pour la qualification. Il est au micro d'Isaac Tienou, l'un de nos envoyés spéciaux à cette 35e Coupe d'Afrique des Nations. Très content pour les joueurs, très content pour le staff, très content pour la délégation. Ils ont fait un match complet, ils ont fait un match sérieux, ils ont fait preuve de beaucoup de détermination. On a été surtout en première mi-temps très bon dans les transitions, à la récupération du ballon, on a été agressif, on a étouffé notre adversaire, on a profité de leurs changements tactiques opérés par rapport aux 3 matchs de poule pour les mettre en difficulté et surtout on a été très efficace. Le sélectionneur burkinabé Brahma Traoré, lui, était forcément déçu après le match. On avait un plan, celui de bien commencer le match et contrôler ensuite cette équipe de Côte d'Ivoire, qui est une équipe très technique. Après l'inscription du premier but, on est sorti du match et c'était difficile de contrôler par la suite. L'opposition Algérie-République démocratique du Congo, qui était l'affiche phare de ces huitièmes de finale, a tenu toutes ses promesses.
Les deux formations impressionnantes à l'issue de la phase de groupe ont confirmé tout le bien qu'on pense d'elles. Elles ont livré une rencontre de haut niveau, spectaculaire, et il a fallu les derniers instants des prolongations pour voir le but décisif inscrit par l'Algérien Adil. Finalement, les Fennecs d'Algérie s'imposent par le score minimum d'1-0. Ainsi, comme opposition en quart de finale, vendredi 9 janvier 2026, le Mali affronte le Sénégal à 16h à Tanger et à 19h à Rabat, le Cameroun sera face au Maroc. Samedi 10 janvier 2026, à 16h, l'Algérie croise le Nigeria à Marrakech et à 19h, l'Égypte sera face à la Côte d'Ivoire à Agadir. Des affiches alléchantes qui s'annoncent électriques. La compétition observe une pause ce mercredi et demain jeudi, avant de reprendre ses droits vendredi, cela à la faveur des quarts de finale. Un mot de foot en Europe. Le FC Barcelone affronte ce soir à Jeddah en Arabie Saoudite l'Athletic Bilbao en première demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. C'est la deuxième fois que cette compétition est délocalisée en Arabie Saoudite. Et demain jeudi, la deuxième demi-finale de cette Supercoupe d'Espagne oppose l'Atlético Madrid au Real Madrid. Quant à la finale, elle est prévue dimanche toujours à Jeddah en Arabie Saoudite. Chronique de l'environnement. La déforestation perturbe de plus en plus le climat tout en réduisant les précipitations. Les services forestiers et les journalistes jouent un rôle prépondérant dans la lutte contre la déforestation et ces services forestiers tentent de trouver des stratégies innovantes afin de sauver notre environnement. La chronique de l'environnement, c'est une réalisation de Agibou Koulibaly. Dans plusieurs localités du Mali, la déforestation progresse à un rythme inquiétant. Les populations locales, confrontées à la pauvreté énergétique, exploitent le bois comme principale source de cuisson et de revenus. Toumani Goïta, directeur régional de l'agriculture de Bandiangara. La déforestation à long terme conduit d'abord à la perte de certaines espèces ligneuses très utiles à l'homme, en plus de la faune. Elle entraîne aussi à l'assemblement, perte des sols fertiles à l'agriculture, d'où les conséquences vents violents, l'érosion hydrique et éolienne, baisse des rendements, abandon des terres de culture ou augmentation abusive des surfaces de culture. Colonel Lagabé Maïga, directeur régional des eaux et forêts de Bandiangara. La déforestation, vraiment, elle perturbe le climat local, en ce sens qu'elle augmente les températures. La déforestation réduit les précipitations, en ce sens qu'elle perturbe le cycle de l'eau. Selon l'OMS, 80% des populations des pays en développement, dont le nôtre, ont recours à la médecine traditionnelle à base de plantes forestières pour se soigner. Donc, forcément, la déforestation aura donc un impact au point de vue santé. Les exploitants forestiers, souvent informels, accentuent la pression sur les ressources naturelles. Les services forestiers de l'État tentent de réguler, de sensibiliser et de sanctionner malgré des moyens limités. Toumani Goïta, directeur régional de l'agriculture de Bandiangara. Si les arbres protègent les sols, il faudrait reconnaître que la forêt restaure aussi les sols. Et vous parlez de la reforestation en français simple, il s'agit du reboisement. L'agroforesterie est une pratique agricole qui consiste à associer délibérément des arbres et des cultures sur une même parcelle pour créer des synergies bénéfiques, améliorant ainsi la productivité. Les médias et journalistes environnementaux ont la lourde responsabilité de révéler, d'alerter et d'éveiller les consciences sur les conséquences de ces pratiques. Bassina Suntoura, journaliste environnementaliste. Conformément à l'article 25 de la Constitution du Mali, toute personne a droit à un environnement sain. La protection, la défense de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour tous et pour l'État. Alors, personne n'est épargné à la protection et à la promotion de l'environnement. Nous, hommes des médias, journalistes en particulier environnementalistes, avons l'obligation d'alerter les décideurs politiques pour préserver notre patrimoine commun qu'est l'environnement. Colonel Lagabé Maïga, directeur régional des eaux et forêts de Bandiangara. En stratégie durable pour lutter contre la déforestation, nous pouvons dire tout de suite que d'abord la loi elle-même, je parle de la 10/028 du 12 juillet 2010, déterminant les principes de gestion des ressources du domaine forestier national. Alors je disais même que cette loi, dans beaucoup de dispositions, est d'abord un gage contre la déforestation. Et le respect de beaucoup de ces dispositions contribueront à coup sûr
à asseoir une meilleure gestion de nos ressources forestières. Par exemple, la première chose, ça c'est par rapport à l'exploitation même du bois. Vous savez, cette loi 10/028, en son article 33, conditionne l'exploitation même du bois à l'élaboration préalable d'un plan d'aménagement. Chaque arbre coupé sans replantation est une dette contractée envers l'avenir. Écouter la nature, c'est comprendre que protéger la forêt, ce n'est pas freiner le développement, mais lui donner des racines solides. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Saliou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Absi Traoré, assisté de Fousséini Sissoko et Ténémon Doumbia. Mise en ligne Badji Touré, réalisation d'Ourachi Diakité. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite sur les antennes de l'URTM pour d'autres informations encore plus poignantes d'ici et d'ailleurs. D'ici là, prenez bien soin de vous et des autres. Restez surtout connectés. Nos programmes se poursuivent dans quelques instants. Astan Tangara sera là pour la lecture des avis et communiqués divers.